Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans notre premier car vlog. Donc Mazda MX-5 NB au programme, la deuxième génération. Donc on est sur un modèle 1,6 litre 110 chevaux. Donc à savoir qu'il y a aussi le 1,8 litre qui fait 145 chevaux ou 146. Enfin voilà, toute petite différence. On est sur un petit cabriolet du coup qui a déjà 20 ans bientôt, qui date de 2000. Avant ça, il y a une génération qui s'appelle la NA avec les feux qui se lèvent. Après ça, on a la NC et la ND, donc deux générations encore. Et je crois que sur les 4 générations, ils ont vendu plus d'1 300 000 exemplaires. Enfin, en gros, ça fait le cabriolet le plus vendu au monde, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, on va pas rouler en cabriolet parce qu'il fait quand même assez froid. J'espérerais vous en faire un de ces jours avec le toit ouvert, mais avec le vent, tout ça, faut que j'essaye encore avec la GoPro. Donc voilà, donc pour ouvrir le toit, si jamais c'est juste là, on a un clip, hop, on l'ouvre, on ouvre l'autre, on baisse un peu les fenêtres manuellement pour décoller les joints, et hop, et voilà. Et après, ça se range du coup juste là derrière. Voilà, donc c'est pas dans le coffre. C'est un des petits avantages, du coup on a le coffre totalement libre. Même si le coffre n'est pas très grand comme vous pourrez le constater par la suite. Tu peux tenir s'il te plaît. Voilà, ouais, les clips sont un petit peu vieux. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Sinon, niveau modification sur ce modèle, on est sur un échappement en inox, donc Cobalt, la marque si quelqu'un connaît. C'est une marque assez réputée pour tout ce qui est les Miata, les MX-5, tout ça. Donc l'échappement, donc le silencieux, le catalyseur, un catalyseur sport, l'intermédiaire du coup, et quoi encore, oui, et après j'ai changé aussi la pièce en fait. En gros, le collecteur d'échappement il est en deux parties. Il y a le tube coudé, enfin les tubes coudés qui sortent du moteur devant. Et après en fait il y a une deuxième partie sur ce modèle qui fait, donc il n'y a pas sur la version 2.5 la NBFL. Si jamais quelqu'un voit la même en restylé, ça peut être une NBFL. Donc en gros le collecteur en fait, et ben là il est en deux parties. Il y a ces deux petits tuyaux en fait qui descendent dans le catalyseur, et puis en gros cette partie quand elle est d'origine, et ben en fait tout simplement elle rouille. Les points, les soudures en fait se font très mal, et du coup en fait ça résonne quand on est à 3-4 000 tours minute. C'est vraiment pas très agréable. Donc déjà qu'elle fait pas beaucoup de bruit, voilà. Du coup j'ai changé pour quasiment tout en inox. Il y a juste le collecteur du coup qui reste à changer, mais je vais sûrement pas le faire parce que bon c'est un petit peu ouais, surtout que j'ai prévu de la changer, donc voilà. Mais bon, sinon c'est une voiture atmosphérique, le moteur atmosphérique, donc du coup pas de turbo, pas d'assistance, pas de suralimentation inutile, choses comme ça. Inutile, des fois on aimerait quand même, mais bon. Voilà, elle a moins de couple que de chevaux, pour les fun facts. Donc par exemple, donc elle a 110 chevaux et elle a 100 de couple, 100 Nm de couple. Donc c'est vrai que c'est strictement rien. Donc c'est parce que c'est un atmosphérique, voilà, donc pas très puissant non plus. Donc voilà, donc c'est un 4 cylindres, hein, j'ai oublié de le dire peut-être, mais bon. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la contenance du coffre doit être d'environ 150 litres, il me semble, ou 125 litres. C'est pas énorme, mais vous pourrez le constater après, il y a quand même assez de place pour partir un week-end à 2 personnes, avec votre copine, tout ça. Une semaine par contre, un peu moins quand même. Et puis à 2 filles, j'en parle pas, à mon avis ça tient pas un week-end. Ben, si vous partez à 2 mecs par contre, ça ira tranquille pour une semaine voire plus. Largement suffisant, hein. Vous prenez 2-3 slips par jour, un slip par jour pendant 2 semaines, ça doit le faire. Donc voilà. Sinon, je ferai le tour de la voiture après, là il y a encore, là, elle est en pente tout ça, donc je préfère le faire sur du plat. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de l'habitacle. Voilà, donc les portières. Donc là on est assez bas du sol quand même. Voilà. Sinon, donc les sièges rabattent vers l'avant ou vers l'arrière. On peut les ravancer pareil vers l'avant. Et c'est tout. On a un petit filet, donc là on peut mettre les boissons tranquillement là derrière. Voilà, donc il n'y a pas de porte-boisson. Enfin si, il y en a un là-dedans. Voilà, mais comme vous le voyez, on va mettre ça là. Comme vous le voyez, une boisson là-dedans, ça veut dire que dès que vous avez une boisson, hop, et voilà, on peut pas passer les vitesses, ça tape dedans, c'est carrément débile. Donc bravo les Japonais. Donc,
Sinon, qu'est-ce qu'il y a? On a des jolis tapis MX5 d'ailleurs qui sont tout récents. Ils sont tout sales, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de laver la voiture. Voilà, donc à l'arrière on a le filet pardon, anti-remous. Donc voilà, donc une fois enlevé, voilà, donc quand on a le toit ouvert, on le sent quand même la différence, malgré qu'il est assez petit. Voilà, donc on sent vraiment la différence, il y a beaucoup moins d'air qui rentre dans l'habitacle, surtout si on a le vide fermé. Et puis sinon, donc au niveau là, donc on a un petit espace tranquille pour mettre, je sais pas, quelques petites boîtes, maximum 30 cm de profondeur, peut-être 15-20 de haut. Voilà, donc on peut mettre des affaires, des choses comme ça, des sacs à main, choses comme ça. Donc voilà. On a un capot qui est assez long. Bon, la voiture en elle-même est très petite, hein. Je veux dire, elle fait 3,99 m, pour pas dire 4. Elle a un rayon de braquage qui est assez petit, donc je ne peux pas vous dire combien, mais c'est franchement ridicule parce que c'est une propulsion. Donc voilà. Sinon, c'est une bonne voiture aussi pour apprendre à tout ce qui est, comment on dit, faire de la mécanique, tout ça. Par exemple, changer les filtres à huile, qui est assez peu inaccessible d'ailleurs. Ils font des kits de relocalisation, si je peux dire. Changer filtre à essence, qui est du coup derrière la roue arrière droite. Refaire les freins, les étriers, tout ça. Donc ça, c'est la réfaction des freins, c'est pas compliqué. Il y a des kits spéciaux, mais il faut quand même le faire avec quelqu'un qui sait déjà le faire, parce que bon, c'est quand même important. Pareil, la purge des freins, je vous le dis déjà, elle se fait pas en X, c'est une purge qui se fait en U. Alors c'est bizarre, mais moi j'ai commencé, je l'avais faite en X, et le problème c'est qu'en fait j'avais une énorme consommation d'huile, du coup, de liquide de frein. Je consommais à peu près, on va dire 1 cm de liquide pour, dans le bocal, hein, pour à peu près 500 km à 1000 km. Donc franchement, c'était un peu de trop. J'ai roulé 1 an comme ça, et puis au bout d'1 an, j'en ai un petit peu eu marre, je me suis renseigné, puis en fait la purge se fait pas du tout comme ça. La purge se fait du coup en U, donc je crois que ça part de l'arrière gauche, on va vers l'avant gauche, l'avant droit et l'arrière droit. Donc toujours bon à savoir. Je vais quand même vérifier par contre si c'est pas l'inverse, parce que là j'ai un doute, mais je crois que c'est ça normalement. Sinon, bah, je mettrai tout ça en description. Bah, sinon on a déjà fait le tour en fait, hein. Il n'y a pas de clim, elle n'a pas d'ABS ni de SP. Me dis pas qu'il y a un tracteur. Merde, non c'est bon. Voilà. Donc oui, donc sur ce modèle, il y a vraiment le prix de base, il est à partir de, quand elle est sortie, je crois que c'était 17 843 €, le modèle que j'ai. Après, donc il y avait des options, tout ça, donc plus tard sont venues d'autres options. Donc après il y avait la clim, après l'ABS, des disques plus gros de frein. Oui, parce que du coup il y a des disques à l'avant et à l'arrière. Des disques ventilés aussi qui sont venus après, ce qui est venu pour l'Inlit 8. Sinon, bah alors en tout cas là on a déjà, là on n'a pas la clim, on n'a pas l'ESP, on n'a pas l'ABS, on n'a pas de différentiel Torsen. Voilà, j'espère que ça a pris en compte parce que Google s'est lancé. Oui, merci Google, mais je t'ai rien demandé. Du coup, ouais, je fais un petit tour après de la voiture tranquillement. Là on va rouler, on va monter tranquillement, c'est une jolie petite montagne. Le col de la Schneck si quelqu'un connaît. Pardon, la Schlurz. Excusez-moi. Un petit lapsus. Et elle n'est pas tant que ça parce que du coup les dodanes, tout ça, on passe toujours bien dessus. Pareil quand on va en forêt, tout ça. Bon, moi j'apprends pour aller faire mes trajets quotidiens. C'est pas... Elle est pratique quand même, hein. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur truc pour aller en forêt ni nulle part d'autre d'ailleurs. Même en ville, c'est un peu chiant. Mais bon, moi je prends du plaisir à rouler avec. Elle a tendance à prendre beaucoup de roulis dans les gros virages, tout ça. Voilà, là j'ai mis des pneus de merde à l'avant. Parce que je ne savais pas, je me suis pas renseigné avant de les acheter, donc bon voilà. Sinon, en soi-même c'est un châssis qui est très équilibré, donc 50-50 pour la répartition des masses. Franchement super. En ce qui est de la puissance, bah, comme dit, il y a 110 chevaux, mais bon, et encore ils ont 20 ans, donc à vérifier.
c'est vrai que... Oula, là j'ai les pneus arrière par contre qui tiennent pas du tout, j'ai l'impression. On va faire quand même gaffe. Donc voilà, donc niveau consommation, on est sur du... Alors là, comme dit, ça dépend. J'avais fait une vidéo où je tournais à la moitié à l'éthanol, voire même plus. Malheureusement, là j'ai refait un plein, comme vous le voyez, j'ai mis je crois 40 € d'essence, donc à peu près 25-26 litres en samplon 98. Parce que déjà l'éthanol c'est bien, c'est pas cher tout ça, je suis d'accord, totalement d'accord. Par contre la voiture après elle a quand même moins de puissance. Donc là elle retrouve au moins tous ses chevaux. Après c'est vrai que c'est vraiment pratique parfois quand on n'a pas d'argent sur soi, par la carte bancaire, truc comme ça, on a un petit coup d'éthanol, on en a plus que prévu du coup. On peut aller jusqu'à, enfin la mienne en tout cas, on peut aller jusqu'à 70% d'éthanol. 70% d'éthanol, 30% de samplon 98. Attention, c'est la limite. Après ça, quand on arrive en fin de réservoir, en fait l'éthanol qui est beaucoup moins chimique n'a pas de, comment dire, les propriétés en fait suffisantes à avoir à mettre de la pression en fait dans le réservoir. Donc du coup en fait l'essence a du mal à monter vu que le filtre est là-bas en bas derrière la roue. Ça m'est arrivé, je précise quand même que j'ai dû chercher 5 litres d'essence et c'était revenu. Merci, elle est belle ta Volvo, mais reste chez toi s'il te plaît. Donc voilà, si jamais ça vous arrive avec l'éthanol, n'hésitez pas à aller remettre un petit peu d'essence normale, 5-10 litres devrait suffire pour avoir au moins la pression dans le circuit. Sinon avec l'éthanol du coup on peut faire des... On fait un plein à... Enfin ouais, en fait, du coup on fait un mélange, donc on peut pas dire qu'on fait le plein, mais... Comment dire, on met aller en gros... Je sais pas, 30 € d'éthanol peut-être. Le reste en essence, voire même un peu moins, je crois que je fais 25 ou 30, ouais 30-15, un truc comme ça. Donc globalement ça suffit. Et avec ça on peut faire, alors, le maximum que j'ai fait c'était je crois 471 km. Oui, donc avec l'éthanol du coup on consomme plus, pour revenir à ce que je disais. On est à peu près à du... Que je dise pas de bêtises, allez, entre 10 et 12 litres à peu près au 100. En roulant un peu comme je roule maintenant, hein, je précise quand même. Après c'est vrai que avec l'essence normale on a à peu près 7 à 9 litres en moyenne. Ça dépend vraiment, moi je roule toujours à fond, donc forcément je suis plus autour de 8-9 litres qu'autre chose. Et vous voyez là, elle n'a pas beaucoup de couple, mais franchement là en troisième à 70 c'est juste nickel. C'est juste bien pour pas se faire peur ni rien du tout. Suffisant. C'est une voiture qui est relativement saine, on n'a pas peur en roulant avec. Bon, l'hiver forcément quand il commence à faire froid, on s'inquiète un petit peu. Souvent sous la pluie, les premières pluies, tout ça, ça glisse. Les nouveaux ronds-points avec la nouvelle, du nouveau bitume, forcément ça accroche mal quand il pleut. Donc sinon ouais, globalement c'est une très bonne voiture, très fiable. Je reprocherais à la limite un manque de freinage je trouve, parce que bon, alors à vérifier sur les modèles qui ont les disques ventilés, ou à voir carrément en rajouter, parce que franchement je trouve que le freinage, déjà quand il pleut, il faut faire attention, les premiers freinages sont très lents parce que forcément le temps que le disque soit sec. Après c'est vrai que le freinage est un petit peu mou. Donc on est sur une voiture qui fait 1040 kg grand maximum constaté sur la carte grise. Disons que ouais, c'est vrai que c'est humide, le freinage, faut faire attention, surtout qu'il n'y a pas l'ABS. J'ai déjà glissé plusieurs fois sur tout ce qui est passage piéton, choses comme ça, même sur du sec, ça m'est déjà arrivé, mais ça c'était... Je roulais un peu trop vite aussi, faut l'avouer. Oh merde les amis, je suis désolé, on se tape un camping-car. Purée, je l'ai même pas vu monter. Et là à mon avis, on peut oublier pour le doubler.
Sinon, dites-moi si vous préférez dans les commentaires, si vous préférez que je mette la caméra comme ça, ou si je la mets carrément... Ah voilà, je pensais que ça tournait pas. Ou si je la mets carrément du coup sur le torse ou choses comme ça. Donc là on est sur une très belle route qu'ils ont totalement refaite. Voilà, donc sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est une voiture, comme je l'ai dit avant, du coup qui n'a pas beaucoup de couple. C'est vrai que pour doubler tout ça, il faut toujours être dans les tours. Voilà, après bon, elle est légère, elle a l'avantage d'être légère. Elle a l'avantage aussi d'être très très maniable. Elle a l'avantage d'être jolie. Ouais, j'aime beaucoup la calque là. Pas forcément commun, malgré qu'on est censé en croiser beaucoup. Franchement, c'est pas super commun. Donc bon. Sinon, oui, donc le freinage qui manque un peu de mordant. Les pneus qui sont très très petits. Alors en hiver, à la limite, si vous roulez sous la neige, et je vous le déconseille parce que c'est une propulsion et parce que c'est une voiture qui est sujette à la rouille. Ah, tiens, par exemple, ça, c'est aussi un des défauts, mais ça, j'y viendrai après. Les pneus sont assez... sur la neige, ça va. Je veux dire, c'est pas très gros, donc forcément c'est du... Là c'est du 60... Attendez, je dis pas de bêtises, c'est du 185-74. Et la deuxième norme homologuée pour cette voiture, c'est du 195-55 ou 50. Non, 55-15. Après, je crois qu'il y a des séries spéciales, on peut les retrouver en 16, mais il me semble que ça c'est en Suisse ou un truc comme ça. À vérifier, mais après il y a tellement de séries spéciales. Donc voilà. Du coup oui, la rouille, donc c'est une voiture qui est hyper sujette à la rouille, surtout au niveau des bas de caisse, principalement d'ailleurs. On n'est pas... comment dire, en fait, quand on roule le toit ouvert, il y a une espèce de petit puits à ce niveau-là, et du coup en fait l'eau rentre ici. Je sais pas si vous avez vu, voilà. L'eau rentre par ici, et malheureusement elle descend dans un conduit qui était censé être prévu pour ça, et malheureusement elle stagne en bas, donc malgré que des fois ça s'écoule, il peut y avoir des feuilles, choses comme ça, et donc en gros ça cause de la rouille, de la corrosion, plus ou moins perforante si ça a été pas traité assez tôt. Donc faut faire attention quand vous achetez de ne pas tomber sur une voiture qui est totalement rouillée jusqu'au longeron. La mienne, elle avait les bas de caisse un peu bousillés, mais les longerons c'était encore, je veux dire, c'était encore sain. Après, globalement, il y a ça, il y a aussi les... Alors oui, donc au niveau de la corrosion, on a quand même beaucoup à dire. Donc on a les bas de caisse, on a l'intérieur, donc des passages de roues. Faites très attention si vous désirez en acheter une. J'ai une pédale qui freine bizarrement, j'ai l'impression. Je crois que j'ai un disque voilé à mon avis, bizarre. Du coup, oui, donc du coup tout ce qui est passage de roue, vous regardez en fait quand vous vous baissez au niveau de la roue avant, par exemple, la roue avant, putain, la roue avant gauche, excusez-moi, j'ai glissé à cause des herbes, enfin des feuilles, je l'ai même pas vu. Enfin bref, du coup, quand vous vous baissez, putain ça stresse, hein, quand vous vous baissez du coup au niveau du passage de roue, n'hésitez pas à bien vous pencher, même si elle est rabaissée, hein, vous mettez votre téléphone, vous prenez une photo s'il le faut, et à ce moment-là, du coup, vous regardez en fait, comment dire, entre le pneu et le fond, le maximum où vous pouvez regarder en fait. Le mieux, ça serait même de regarder là où il y a le cache à gauche, un cache en plastique en fait, et comment dire, avec des espèces de stries. Si vous regardez là-dedans, vous pouvez le démonter, c'est un cache avec un petit clips comme ça, juste à tirer dessus avec un petit tournevis, après il se démonte. Et donc à ce moment-là, vous regardez, si vous voyez de la rouille, alors au-dessus du pneu, trop d'émotion. Alors du coup, oui, au-dessus du pneu, donc on peut voir des traces de rouille qui ressortent, si c'est pas encore attaqué au point de... voilà. Mais attention, si on voit des traces de rouille qui ressortent par-dessus la sonorisant, je peux vous garantir qu'en dessous... Attendez, excusez-moi. Ah, putain, excusez-moi. Je peux vous garantir qu'après, vous allez tomber sur un massacre en dessous. En général, c'est un massacre. Je l'ai vu 2-3. J'ai eu la chance de regarder derrière, et ben je peux vous dire c'est troué, mais parfois jusqu'à comme ça. Donc
faut faire très attention à ça. Pareil, si vous regardez, donc du coup derrière le petit cache strié, en fait je pense c'est pour laisser passer l'air, du coup pour refroidir les disques ou un truc comme ça. Toujours dans le passage de roue sur la gauche, si vous êtes côté gauche, en direction du pare-choc, vous essayez de mettre les yeux dedans, vous regardez. Si vous voyez le long des longerons ou du berceau moteur, vous voyez qu'il y a des taches de rouille. Pareil, soyez très prudent. Si vous voyez qu'il y a un oignon, surtout sur le dessous, parce que l'eau stagne là-dedans, je sais pas comment, mais elle stagne là-dedans. Si vous voyez qu'il y a une espèce d'oignon en dessous de rouille, ne la prenez surtout pas. Enfin, je crois qu'au nouveau contrôle technique, à ce qui paraît, ça ne passera plus. Donc faites très attention par rapport à ça. Moi, je vais faire un demi-tour. Parce que moi, les villages, ça me pompe. Et je pèse mes mots. Niveau confort, bon, on est sur un cabriolet censé être sportif. Un minimum sportif, donc forcément les suspensions sont pas... on peut en mettre des plus dures, des plus basses. Ça peut bien aider le châssis à prendre des meilleurs virages, tout ça. Mais franchement, d'origine, elles sont quand même bien. Sinon, c'est vrai que ouais, tout ce qui est les trous, tout ça, de toute façon vous allez le sentir. Si vous avez plus de 40 ans, attention, le dos ça va faire très très mal. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Oh, bonsoir. Bonsoir plutôt. Beaucoup pardonné. Avant, quand on a glissé dans le fossé, je commençais à parler des pneus, donc ils sont très petits. Ils ont tendance à virer dans les fossés. Comme vous avez vu, ils sont vraiment attirés dans les fossés. C'est tellement petit que voilà. Pas beaucoup de marge. Après, c'est une voiture assez vive en soi-même. Franchement, moi je suis content de mon achat. Je l'ai payé 3 fois rien, j'ai eu quelques petits soucis, donc bon, les bas de caisse, la maladie des freins qu'il faut refaire ou changer au choix, ça dépend de vous. Moi je les ai fait refaire, c'était tout simple. Alors on achète un kit de joints, on sort les étriers, on les refait, moi je les ai repeints en passage. Donc, voilà. Coût de l'opération, je dirais, ah bah tiens, les coûts on n'en a pas encore parlé. Au niveau de l'entretien, ça comme ça, au niveau de l'entretien, il faut savoir qu'il y a une courroie de distribution. Donc moi le devis pour la courroie de distribution c'était 623 €. Je savais pertinemment que j'allais le faire moi-même, je voulais apprendre à le faire dessus, donc j'ai fait avec quelqu'un. Et donc c'est relativement aisé parce qu'il y a beaucoup de place dans le moteur. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît peut le faire largement en une petite après-midi. Ça peut être faisable. Moi j'ai les pièces qui sont arrivées en 3 jours d'intervalle, donc vous voyez le bordel. Après pour quelqu'un d'amateur qui a un petit peu d'expérience, en 2 petites après-midi, en 2 petits jours, ouais, en 2 jours, c'est simple, c'est fait. Après c'est vrai qu'il y a un truc quand même, vous regardez sur mon Instagram, on a dû faire un outil spécial pour pouvoir bloquer la grosse poulie en fait. Ah, je vais me mettre là. Voilà, donc pour pouvoir bloquer la grosse poulie principale de la courroie de distribution. Hop, voilà. Vous voyez, on peut faire du tout-terrain avec. Hein. Ça c'est le coup, je vais tirer ça puis je vais crever un pneu. Eh ben, très bien ici, c'est super. Voilà. Quand même s'enfermer parce qu'on sait jamais, pas qu'il y ait des gros pervers, des gros violeurs et je sais pas quoi. Donc du coup voilà. J'ai à peu près tout dit. Non, donc l'entretien du coup, donc oui, j'en étais où? Oui, la courroie d'istrie. Donc j'en suis revenu à peu près 200 € pour les pièces, la pompe à eau, tout ça. À peu près 2-3 jours de temps qu'on se fasse livrer et qu'on mette toutes les pièces ensemble. Une après-midi pour faire l'outil et puis pour comprendre pourquoi on a besoin d'un outil. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore comme entretien? Bah, les pneus. Là j'ai mis 2 pneus à l'avant qui sont pas de grande qualité, j'ai l'impression. Enfin ils tiennent quand même hein, mais j'aimais quand même des réserves parce que ceux que j'avais avant ils étaient quand même bien. Avant j'avais du Nokian à l'avant et à l'arrière.
Nokian on va dire. Donc c'est des pneus apparemment qui sont assez faits pour l'hiver. Donc à l'arrière j'avais des M plus S, enfin des 4 saisons. À l'avant du coup j'avais des pneus normaux, non symétriques, bande de roulement symétrique je crois, un truc comme ça. Et les deux ensemble en fait ça allait très très bien. Et à l'arrière là j'ai encore les 4 saisons, mais franchement ils sont en fin de vie. Faut que j'échange, là j'ai pas le temps de le faire, je les ai à la maison, mais voilà. Et puis en plus comme j'ai pris les deux mêmes qu'il y a à l'avant, franchement c'était un petit peu con, donc je vais peut-être pas les mettre. Du coup oui, donc à l'avant 75 € j'ai payé les deux pneus. Voilà, donc quand on voit ça on dit purée, ça fait rêver. Alors je pense que c'est très très bien pour du circuit, pour de la balade. Attention, balade sportive, franchement vous avez vu avant, faites attention quand même, ça peut partir, donc voilà. Sinon au niveau des frais on a quoi encore? Qu'est-ce qu'on a? Bah, au niveau des pleins, avec l'essence au prix d'aujourd'hui, je crois qu'on fait à peu près une soixantaine d'euros le plein. Je pense entre 50 et 60, ça dépend combien il vous reste, parce que comme dit, vous voyez là par exemple, là, il y a le E, pour dire qu'il n'y a plus d'essence. Quand on est sur la barre du E, ça va encore, mais dès qu'on arrive en dessous, on ne sait plus trop. Il n'y a pas de témoin de réserve sur ce modèle. C'est venu après, à partir de 2000 ou 2001, je crois, pour la NBFL. Oh, 2002, pardon. Oui, 2002 à 2005, je crois. Donc la version restylée, qui est héritée du coup d'une boîte 6 en option, d'un moteur pareil, oui pareil, des freins plus gros, des disques de frein plus gros, et d'un catalyseur en une pièce, contrairement à la mienne qui est en deux pièces, au mien qui est en deux pièces. Du coup, voilà, donc il n'y a pas de témoin de réserve sur celui-là. Je crois que sur l'autre, sur celle-là restylée, je crois qu'il y a un témoin de réserve. Toujours est-il que pour éviter ça, quand vous êtes sur la petite barre du E, ben vous allez faire le plein, ce sera plus simple. En général, quand on est sur la barre du E, il nous reste encore un peu d'essence, donc je crois que je mets à peu près 40 litres. Le total, c'est 45 litres avec la réserve, soi-disant réserve. Donc voilà. Donc là, on a bon, les clignotants, hein, comme tout le monde en général. Voilà, donc les feux. Voilà, on peut régler ou pas la luminosité. Voilà, bon, moi, j'aime pas du tout le compteur en fait qui est vert. Je trouve ça dégueulasse, ça fait vraiment vieux. Bon, après, elle a 20 ans quoi. Voilà, donc essuie-glace, je vais pas le faire parce qu'ils sont dégueulasses. Le pare-brise est même fissuré d'ailleurs. Voilà, merci les Dodan. Et des cailloux d'ailleurs. Ça, c'est quoi l'intensité? Ça, c'est le jet quoi. Donc voilà. Un petit vide-poche tout simple. Pas la peine de l'ouvrir, il n'y a rien de plus simple. Relever les phares, tout ça. Anti-brouillard, froid, chaud. Air froid, air chaud, pardon. Intensité de la ventilation. Des embuages arrière, comme vous le voyez, on a des petites stries, ça c'est le désembuage. Voilà, avec la résistance à côté, enfin la résistance, ouais, je sais pas comment appeler ça, mais on s'est compris. Du coup voilà, là on a quoi? Bah, là on a les positions comme toutes les voitures, hein, des embuages du pare-brise, pare-brise et les pieds, la ventilation devant et les pieds, et juste devant. Voilà, donc le rétro, on a le toit, d'ailleurs je vais vous l'enlever pour vous montrer. On va ouvrir déjà ça. Voilà, donc déjà vous montrer à peu près à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Moteur allumé. Hop. Et là voilà. Donc, vous voyez les bas de caisse. Ouais, ça recommence à revenir apparemment. Donc c'est pas super. C'est toujours vers là qu'il faut faire attention, c'est la ligne qui est ici. Voilà, donc comme dit en fait ce que ça fait, c'est que ça rentre là-dedans, à ce niveau-là, ça coule tout le long et ça reste stagné ici. Voilà, donc là il y a des belles traces d'acétone, c'est moi qui ai foiré, je ne savais pas, malheureusement. Voilà, donc pareil, quand vous inspectez une Mazda MX-5, vous regardez toujours à ce niveau-là, voilà, là-dedans au fond, et là derrière si possible derrière ça, pour regarder le longeron. Du coup, et donc le toit, on peut soit l'enlever à la main comme ça, par contre je vous préviens, ça déchire le bras derrière, ou alors sinon on se lève, on bouge son gros cul, sa globalité, sa totalité, voilà. Donc voilà, et donc si on regarde, donc là il y a un petit filet à course juste ici, ça c'est 100, voilà. Et voilà. On va remettre le toit. Non, on va pas le remettre. Je vais vite enlever la caméra de ma tête et je vais vous montrer à la main, ce sera plus simple.
Voilà, donc pour ouvrir le coffre, c'est par ici que ça se passe. Voilà, on l'ouvre comme ça. Voilà, donc au niveau du coffre, on est sur du, je vais dire, je crois, du 125 ou 150 litres. Donc voilà, donc on peut mettre quoi? On peut mettre un sac normal, il n'y a rien dedans, des chaussures, c'est assez profond dans la distance, ça va jusque là. Là on a les câbles de l'antenne, du coup là ça lève pas parce que j'aime pas du tout l'antenne, c'est carrément moche, ça fait voiture télécommandée. Là, donc, vous voyez, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Voilà, on a un sac de sport, on a un bidon de 5 litres, on a des livres suffisamment pour lire pendant quelques mois, du scotch, tout ce qui va avec, l'appareil photo, et voilà. Et donc là on a une trousse de secours là derrière, je sais pas si c'est d'origine ou pas. J'avais aussi un câble de remorquage, enfin une ficelle de remorquage plutôt. Donc voilà. Voilà, donc là le coffre n'est pas fermé. Voilà. Vue de derrière. Ouvrir le coffre, le capot, c'est par ici. Juste prendre ça. Voilà, donc le liquide de refroidissement. L'ABS normalement se trouve là-bas. Le filtre à huile se trouve là derrière, en dessous. On va pas d'ici. Voilà, donc le liquide lave-glace, on a les freins, liquide de frein, entrée d'air. Donc voilà. Une jolie petite bouille. Oui, donc une fois le toit remis, on a beaucoup moins de place pour y mettre sa tête. Voilà. Et voilà. Merde. Voilà. Oh, tu peux tenir s'il te plaît? Merci. Voilà tout. Ah, donc je vous remercie de votre temps passé à regarder ma vidéo. Je souhaitais aussi vous faire vous demander quelle voiture vous voudrez que j'essaye, quel modèle. Donc me dites pas Carrera GT s'il vous plaît, j'en ai pas. Bientôt il y aura peut-être des motos. Passer mon permis là dans les mois qui viennent. Sinon dites-moi ce que je pourrais améliorer, dites-moi ce qui vous ferait plaisir, dites-moi si vous aimez ou pas le principe carblog et première personne comme vous le souhaitez. Donc voilà, en tout cas merci pour tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.